Je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Après 12 ans de mariage, sans enfant, j'ai fini par divorcer car je ne supportais plus les railleries, les moqueries, les paroles blessantes de mon entourage, de ma belle famille et de mon époux. Et pourtant, tout était bien parti pour Djatou, nom d'emprunt, marié très jeune avec un époux attentionné. Ce dernier était aux petits soins, acceptant même les caprices de la jeune fonctionnaire. Formions un couple, un très beau couple. On s'entendait à merveille. Il était très généreux, très courtois et très disponible. Il était cadre dans une société privée de la place et moi j'étais fonctionnaire et je servais à l'intérieur du pays, dans une ville qui se situe à l'intérieur du pays. 4 ans après, la donne change avec l'arrivée des co-épouses dans la maison conjugale. Ces jeunes frères se sont mariés à leur tour et ont eu des enfants 1 an après. Et bonjour les dégâts. On me posait souvent la question à savoir si je prenais les contraceptifs, si j'étais malade, si j'aimais mon mari. On me posait des tas de questions. Et lors des cérémonies familiales, j'étais l'objet de toutes les discussions. Mais je résistais parce que mon mari me soutenait. Mon mari me soutenait vraiment. À chaque fois, il me disait, il me demandait d'être forte parce qu'il était là pour m'épauler. Il était là pour me soutenir. Un soutien de son mari qui n'a pas fait long feu. En effet, l'homme n'a pu résister à la pression de la famille d'avoir une femme stérile. S'en est suivi le divorce. Djatou ne pouvait plus continuer à entendre ces paroles blessantes de sa belle famille. Moi, il entra dans la danse. À la moindre occasion, il me rappelait mon statut de femme stérile, de femme qui ne goûtera jamais aux délices de l'enfantement. Pourtant, j'avais fait le tour des gynécologues, mais le constat était le même. Je ne pourrais pas avoir d'enfant parce que j'avais les trompes bouchées. Je me suis dit que j'allais voir les marabouts et le résultat était le même. Finalement, je me suis résignée. J'ai demandé le divorce parce que je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus supporter, j'étais à bout. Je souffrais quand même, je souffrais et je souffrais. Pas mal de femmes qui sont victimes de cette situation dans leur vie de couple. Parfois, ce n'est pas le mari, mais c'est la belle famille. Je peux le dire entre guillemets en wolof, danga jassir. Ce sont des termes qui sont choquants et pas mal de femmes ont subi ça. Nous sommes chez Ndoumbesek, à Ouest Foire, un quartier résidentiel de Dakar, la capitale sénégalaise. Elle est aussi divorcée pour presque les mêmes raisons que Djatou, mais la dame garde toujours son humour et sa joie de vivre. 5 ans de mariage sans enfant, et oui, c'est tout ce que Ndoumbe garde de sa vie de ménage. L'échographie a révélé une dystrophie ovarienne, donc je pense que ce n'est pas trop sévère de traiter ça. Mais elle m'a demandé si je prescris un bulletin d'analyse à ton mari, est-ce qu'il va le faire? Je lui ai dit donne-moi, je vais essayer. Quand je suis venu à la maison, j'ai rendu compte à ma belle-mère parce qu'on avait une complicité. Il suffit juste de suivre le traitement avec le cycle menstruel. Elle a également prescrit un bulletin d'analyse pour mon mari parce que parfois les spermes également ont des problèmes. Ouais. Il faut également traiter les deux parce que c'est un couple. Elle m'a même demandé est-ce que tu pourras lui remettre le bulletin. Je lui ai dit oui, c'est mon mari, je vais lui parler. La maladie détectée, un problème à moitié résolu, mais l'équation du mari, une autre difficulté à résoudre. Donc quand je lui ai remis à son retour du travail le bulletin d'analyse, il m'a dit ok d'accord. Il a pris le bulletin, il a mis ça dans son sac. 1 semaine, 2 semaines, je lui ai demandé est-ce que tu as fait l'analyse? Il m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Je n'ai pas encore le temps. Donc je laisse faire. Mais dans 2 semaines, je vais retourner chez la gynécologue. Elle m'a dit bon d'accord. Quand je suis retourné chez la dame, elle m'a demandé et ton mari? Il ne l'a pas toujours fait. Donc laisse-lui du temps parce que moi j'ai souvent ces genres de problèmes avec mes patientes. Donc la deuxième fois, c'était comme ça, 1, 2, 3 fois. Finalement, j'ai préféré laisser. Même à un certain moment, j'étais découragé pour les traitements, mais il y avait ma belle-maman qui m'encourageait à aller voir la gynécologue. Pour atteindre mon orgueil, elle me disait, si tu ne veux pas avoir d'enfant avec lui, peut-être que quand tu seras divorcé, bon, tu peux avoir un autre plan. Bon,
tu peux lui donner des enfants. Bon, je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Maman, pourquoi tu me dis ça? Maman, je vois que tu ne fais pas d'efforts. Mais aussi, c'est ton fils qui ne fait pas d'efforts. Quand j'ai discuté également avec ma maman sur ça, Sabah, tu sais ce qu'elle m'a dit, ma propre mère, parce que tu n'as rien. Le moment opportun, tu auras des enfants. C'est en ce moment que j'ai décidé de tout arrêter. En vous entendre parler, c'est comme si que c'est vous seul qui faisiez l'effort, votre mari. Est-ce que c'est pas par peur, par crainte, ou bien par jugement, raison pour laquelle il avait ce sentiment de refus de ne pas aller voir le médecin? Je dirais non. Tu sais, ça va, il y a des hommes qui sont très fiers. Et lui, il incarne la fierté. C'est ça. Il dit que je suis un homme. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un enfant? Bien vrai qu'il est un intellectuel. Alors qu'il pouvait être malade aussi. Bien sûr. Pas d'agression verbale, le manque d'enfants a créé un grand vide dans le ménage de Ndoumbe. Elle, qui a refait sa vie de la plus belle des manières. Maintenant, on n'est plus ensemble, il peut épouser une autre femme. L'avenir nous jugera, je ne sais pas si c'est moi ou lui. De même que vous pouvez refaire votre vie. Évidemment, je peux refaire ma vie avec un autre homme. Je continue de traiter la dystrophie ovarienne parce que je ne peux pas laisser traîner cette pathologie-là. Il faut que je la soigne pour que plus tard, je n'aurai plus de complications dans ma vie de fertilité. La stérilité, le plus grand malheur qui puisse arriver à une femme dans nos sociétés. D'ailleurs, la chercheure Salah Diankada l'a défini dans son ouvrage intitulé « Politique africaine en matière de fécondité » comme d'abord le sexe pour la femme, une impossibilité à concevoir ou à tomber enceinte, tandis que pour l'homme, une incapacité à émettre des spermatozoïdes. Au Sénégal, la norme pour la société, surtout pour la femme, est que le mariage renvoie à la procréation. Notre troisième interlocutrice s'appelle Ngone Fall. Nous avons profité de sa pause de 13 heures pour faire cette entrevue. Ngone a fait presque 10 ans de mariage. Son ex-mari et sa belle-mère ont longtemps attendu son enfant. Hélas, un lourd fardeau qui a abouti au divorce. Disons que la situation n'est pas facile à surmonter, surtout quand tu n'as pas le soutien du mari. Donc, car si c'est pas la belle famille qui te fatigue avec des qu'est-ce que tu attends, tu veux pas nous donner des petits enfants, hein? Ce sont les voisins, les proches de la belle famille. Hein? Ils essayent toujours de te perturber. Ils essaient toujours de perturber ta conscience. Ils ne te laissent jamais tranquille. As-tu vu un docteur? Donc pour eux, c'est toujours la femme qui doit se soigner. Durant ces années de mariage, cette animatrice culturelle dans une case des tout-petits en a vu de toutes les couleurs, des tracs de la belle famille qui ne cessaient de lui rappeler son infertilité. Tu n'as pas d'enfant dans ta belle famille, tu n'es pas respecté. Tu n'es pas respectée. Tu es la seule qui doit subir un jour humiliation, insulte, et j'en passe. Et le pire, tu n'as aucun droit dans la famille. Tu n'oses même pas adresser la parole à un petit. Donc, même les décisions se prennent dans ton dos. Même les décisions se prennent dans ton dos. Si le mari est fils à maman, donc il peut du jour au lendemain rejoindre le camp de ses proches. Voilà, et qui est le grand perdant ou bien la grande perdante? La situation de Ngone a été rendue plus compliquée par son statut de femme émancipée. Tu as beau faire des sacrifices, tu as beau voulu sauver ton mariage, donc ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Un gros saut. C'est la famille sénégalaise qui est comme ça. Et pourtant, la jeune fille a tout fait pour sauver son ménage. Des rendez-vous incessants chez les gynécologues, la médecine traditionnelle, entre autres. Ses efforts sont malheureusement restés vains. J'étais la seule
qui devait chercher des spécialistes, voir des gynécos, demander des conseils par-ci, des conseils par-là, voir des médecins tout le temps. Donc, c'était pas facile du tout, c'était pas facile parce que pour eux, c'était ma vie professionnelle qui comptait plus que ma vie de couple, ma vie conjugale, alors que c'était pas ça. Donc, c'était ainsi jusqu'au jour où mon gynéco a appelé mon mari pour lui demander, pour essayer de le convaincre de venir faire des examens, car il lui avait avoué que je me portais très bien et que je pouvais bel et bien reproduire. Voilà. Donc, il était un peu choqué. Il était un peu choqué à ce moment-là. Il était un peu choqué parce que il disait toujours que lui, il est bien portant, qu'il avait déjà une fille, que c'est pas lui qui devait se soigner, mais une maladie, c'est une maladie, ça peut arriver à tout moment de la vie. Donc, le gynéco l'a finalement convaincu. Il l'a convaincu, mais difficilement, et il a accepté de venir faire les examens. Donc, après quoi, on lui avait prescrit un traitement de 6 mois, ce qu'il n'a malheureusement pas respecté. Et oups, nous revoilà au point de départ. Il était difficile pour nous, voire impossible, de faire parler les hommes qui ont vécu cette situation, même hors micro. Toujours un sentiment de peur d'être jugé par la société, d'autres par excès de fierté. Selon Fatou Diop, sociologue et enseignante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le mariage est une pratique privilégiée et fondamentale dans nos sociétés qui milite contre la malédiction que représente la stérilité. Dans le cadre d'un mémoire de maîtrise réalisé en 2008 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Sornoboy a tenté de trouver des explications sociologiques à ce phénomène qu'elle appelle la féminisation de l'infertilité conjugale. Qu'est-ce que j'entends par féminisation de l'infertilité conjugale? C'est non seulement le fait d'imputer a priori à la femme l'entière responsabilité de l'infertilité du couple, mais aussi le fait qu'elle soit seule à entreprendre un traitement curatif par des méthodes traditionnelles, mystiques ou modernes. Alors, mon hypothèse était que cette féminisation de l'infertilité conjugale est une construction sociale basée sur des perceptions socio-culturelles autour des relations hommes-femmes et autour de la procréation, notamment la méconnaissance du caractère, par exemple, biochimique de la fécondation. Par exemple, l'ignorance d'une possible infertilité de l'homme, même si il est reconnu puissant sexuellement. Donc, cette ignorance s'explique par le fait que le processus de reproduction se passe chez la femme. C'est elle qui porte l'enfant jusqu'à sa naissance. Alors, évidemment, les gens, dans la perception populaire, on pense que s'il y a un problème, ça ne peut être que de sa faute dès lors que l'homme n'a pas de problème d'érection ou d'impuissance sexuelle. Dans sa conceptualisation, elle y évoquait la littérature médicale et socio-anthropologique. Les travaux qui documentent la manière dont l'infertilité conjugale était perçue ou traitée dans nos sociétés traditionnelles montrent que seule l'infertilité mécanique masculine, c'est-à-dire l'impuissance sexuelle, était reconnue et par conséquent, la responsabilité de l'absence d'enfant était imputée systématiquement à la femme. Une situation rendue plus complexe par la société sénégalaise, selon Sornoboy, la femme encore au banc des accusés. Il suffit de répertorier la plupart des rituels de nuptialité ou de fécondité existants pour se rendre compte qu'ils sont quasiment tous infligés à la femme. Par exemple, j'aime bien donner l'exemple de l'ouvrage d'Ablaye Bara Diop intitulé La famille Wolof. Il a fait quand même une belle description des rituels observés par la mariée avant de rejoindre la chambre nuptiale. Par exemple, l'usage du mil qui, selon lui, symbolise l'abondance du foyer, mais aussi la fertilité de la femme, car la stérilité était considérée comme une calamité.
Il y a aussi des travaux d'Odile Jourdain sur la société Diola, notamment sur les rituels de fécondité appelés Kanyalen, et un peu ce qu'on appelle Yaradal chez les Wolofs, qui sont infligés à la femme supposée stérile ou qui perd ses enfants à bas âge. Un autre fait important, l'ignorance de l'infertilité secondaire chez l'homme. Par exemple, un homme qui a déjà eu un ou des enfants ne se considère pas susceptible d'être responsable d'une quelconque infertilité de son couple. Chez la femme, cela ne pose pas de problème parce qu'on a l'habitude d'entendre dire de la femme de Fatahao, par exemple. C'est-à-dire une femme qui a déjà eu des enfants et qui a eu du mal à concevoir à nouveau, on peut la traiter de femme Boutahao. Alors tout naturellement, l'infertilité secondaire chez la femme est reconnue et acceptée. Or, d'après certains gynécologues que j'ai eu à interroger lors de mes enquêtes de terrain, même une simple grippe pourrait perturber la production ou la qualité du sperme et par ricochet être à l'origine d'une difficulté à concevoir. Une thèse confortée par le virologue Dr Diao. Concernant le rapport entre la grippe et la qualité du sperme, certains débats ont été suscités, notamment récemment avec le coronavirus. Il y a eu des études qui ont été menées, dont la plus célèbre est l'étude allemande, qui a remarqué que la qualité du sperme dans un groupe de patients qui étaient atteints de coronavirus était plutôt faible. C'était un sperme de mauvaise qualité par rapport à un groupe qui n'a pas été affecté par cette pathologie. Tout ce qui cause une baisse de la qualité du sperme, effectivement, cause une baisse des chances de procréation. C'est la voie de soi, c'est une relation de cause à effet. Que ce soit une grippe ou bien n'importe quelle autre pathologie qui cause une baisse ou bien une détérioration de la qualité du sperme, altère effectivement les chances de procréation. En gros, pour dire que toutes ces représentations engendrent une forte féminisation de l'infertilité du couple. Et par conséquent, après quelques mois de mariage, lorsque l'enfant tarde à venir, c'est la femme qui est visée ou c'est elle-même qui s'auto-culpabilise, ça il faut le dire aussi. Et malheureusement, elle a tendance à entreprendre seule des recours thérapeutiques, même si elle essaie d'inviter son mari à accepter d'aller voir par exemple un médecin, ou lorsque le médecin gynécologue convoque le mari pour des soins, en tout cas pour un bilan, elles ont du mal à faire venir leur mari. Fragilisées physiquement, abattues mentalement, la plupart de ces femmes se renferment sur elles-mêmes par peur du jugement de l'opinion. Toutefois, certaines d'entre elles ont eu le courage de se confier, non pas chez un prêtre ou un imam, mais dans les boutiques de droit de l'AJS, Association des juristes sénégalaises. Selon le rapport 2020 de l'AJS sur les motifs de consultation, 34% sont pour cause de divorce. Ndeyma Jiguen Sarr Bakhoum, responsable de la boutique de droit de Pikine. L'association est là pour leur apporter toute l'aide nécessaire, par le conseil, par l'assistance, par l'orientation, par soit la commission d'avocats ou d'huissiers, et ça gratuitement. Madame Bakhoum, est-ce que l'AJS intervient pour ces femmes divorcées pour cause de stérilité? Oui, l'AJS intervient pour tous les motifs de divorce. Donc, quand une personne, un justiciable ou une justiciable vient nous voir, ce que nous faisons en premier lieu, c'est de l'accueillir, parce que l'accueil est important pour la personne. Et surtout pour ces femmes-là, elles viennent avec un traumatisme, avec ce stress, cette angoisse. On les écoute du moins, et après l'écoute, on essaie de voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette demande de divorce ou bien de cette répudiation. Et souvent, pour certaines, c'est des mauvais traitements qu'elles ont subis dans la famille. Pour certaines, c'est pour des invectives qu'elles essuient tous les jours. Et pour d'autres, peut-être, elles sont accusées d'être infertiles. Et souvent, même pour ces femmes-là, cette absence de procréation n'est pas médicalement établie. On se met à dire que cette femme, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Tant qu'elle sera dans la maison, elle ne va pas procréer, où il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de cri d'enfant. Après en avoir eu marre, elle tente la procédure de divorce, ou bien elle est poussée même à sortir de la maison. Au finish, c'est le mari qui demande le divorce. Après l'accueil et l'écoute, l'Association des juristes sénégalaises propose à ses victimes désemparées une procédure à suivre. Après avoir écouté la personne, on peut tenter une médiation avec soit l'époux
ou avec la belle famille, si nécessaire. Parce que la femme peut dire que moi, on m'accuse de telle chose ou de tel fait, mais je suis sûre et certaine que je ne suis pas stérile. Ou bien je suis sûre et certaine que le problème ne vient pas de moi. Et dans ce cas-là, si elle ne veut pas du divorce, on va tenter une médiation. Et si la médiation n'aboutit pas, il y a possibilité aussi de faire une demande d'intervention, on réfère vers le juge. S'il n'y a pas cette situation, cette possibilité aussi ne donne pas de résultat, et dans ces cas-là, on est obligé de recourir à une procédure de divorce parce que la dame aussi, à un moment donné, n'arrive plus à suivre. L'infertilité est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme l'incapacité d'un couple à parvenir à une conception et à mener une grossesse à terme, ce après 1 an ou plus de rapports sexuels réguliers et non protégés pour les femmes de moins de 35 ans et après 6 mois pour les femmes de plus de 35 ans. Au Sénégal, le sujet reste tabou et les femmes sont toujours pointées du doigt comme celles qui sont incapables d'enfanter. Pourtant, elles ne sont en rien responsables de cette infertilité. Ces femmes se battent toujours, espérant un jour devenir mères.